Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre qui a littéralement secoué le monde de l'éducation, La pédagogie des opprimés de Paulo Freire. C'est un texte, oui, radical, mais c'est surtout un texte qui est né de l'exil, de la lutte, et qui a encore énormément de choses à nous dire. On est en 1968, une année de révolte, de contestation un peu partout dans le monde. Et c'est dans ce contexte, loin de son pays, qu'un éducateur brésilien va écrire une œuvre qui propose, ni plus ni moins, de faire de l'école un outil de libération. Rien que ça. Mais avant de décortiquer ces idées, je pense que c'est crucial de comprendre l'homme. Qui était ce Paulo Freire? Et qu'est-ce qui l'a poussé à écrire un livre aussi percutant? Alors, le parcours de Freire est à la fois fulgurant et assez tragique. Imaginez un peu. En 1963, sa méthode d'alphabétisation fait des miracles. C'est un succès énorme. Le gouvernement brésilien l'adopte même à l'échelle nationale. Et puis, à peine un an plus tard, tout bascule. Un coup d'État militaire le jette en prison, puis le force à un exil qui va durer 15 ans. Et c'est là, depuis le Chili, fort de cette expérience de la répression, qu'il va écrire son œuvre majeure. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'il critique si fort dans l'éducation traditionnelle? Pour nous faire comprendre, il utilise une métaphore qui, franchement, a fait mouche, celle de l'éducation bancaire. L'éducation bancaire. L'image est simple, mais elle est brutale. Le prof dépose son savoir dans la tête des élèves, un peu comme on met de l'argent dans un coffre-fort. Pour Freire, le problème, ce n'est pas juste que ce n'est pas efficace, c'est bien plus grave que ça. C'est un acte de déshumanisation. On ne fabrique pas des esprits critiques, on fabrique des réceptacles passifs, des objets. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Le savoir est présenté comme des petits morceaux de choses, complètement déconnectés de la vie réelle des élèves, de leurs préoccupations. C'est une parole creuse, nous dit Frère, une parole qui aliène au lieu de libérer. Quand on voit ce tableau, l'opposition est juste saisissante. D'un côté, il y a celui qui sait, qui pense, qui parle. Et de l'autre, celui qui écoute docilement, qui obéit. Ce n'est pas une relation d'apprentissage, c'est une pure relation de domination, qui endort toute pensée critique. Alors, face à ce système, Freire ne propose pas juste quelques petites réformes. Non, non. Il propose une alternative radicale, qui tient en un mot, le dialogue. L'alternative de Freire, c'est de voir l'éducation comme une pratique de la liberté. Et la clé de voûte de tout ça, c'est le dialogue. Mais attention, quand il dit dialogue, il ne parle pas d'une simple conversation polie. C'est une vraie révolution de la relation. L'enseignant n'est plus celui qui sait, l'élève n'est plus celui qui reçoit. Ils apprennent ensemble. Ils co-créent le savoir. Et le but de tout ça, que chacun puisse enfin devenir l'auteur de sa propre histoire. Et évidemment, ce dialogue ne sort pas de nulle part. Pour Frère, il repose sur des piliers vraiment fondamentaux. L'amour, d'abord, mais vu comme un engagement profond pour la libération de l'autre. L'humilité, ensuite, c'est-à-dire reconnaître que tout le monde a quelque chose à apprendre et à enseigner. L'espoir, cette conviction qu'un autre monde est possible. Et enfin, bien sûr, la pensée critique, cet outil indispensable pour déconstruire la réalité et comprendre qu'elle peut être changée. Ok, on a le dialogue, mais concrètement, comment est-ce que ça mène à une vraie transformation? Pour ça, Freire nous donne deux concepts clés. Le premier concept, c'est la conscientisation. Le mot est un peu technique, mais l'idée est puissante. Il ne s'agit pas juste de se rendre compte qu'on a un problème personnel, non, c'est de comprendre que ce problème est lié à des structures sociales, un système d'oppression plus large. C'est passer du je au nous. Et le deuxième concept, c'est la praxis. Ça, c'est vraiment le moteur du changement. La praxis, c'est l'union parfaite entre la réflexion et l'action. Freire nous met en garde contre deux pièges. Le verbalisme, c'est-à-dire les beaux discours qui ne changent rien, et l'activisme, l'action pour l'action, sans réflexion, qui risque de tourner en rond. La vraie transformation, elle naît quand les deux sont liés. Et cette praxis, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une bonne fois pour toutes. C'est un cycle, une sorte de spirale. On part d'une réflexion sur le monde, on agit pour le transformer, et puis on réfléchit à nouveau sur les résultats de notre action, ce qui nous amène à une nouvelle action, et ainsi de suite. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. Au bout du compte, quel est le but ultime de toute cette démarche? Eh bien, c'est une vision de la libération qui est profondément, radicalement humaniste. Cette phrase est absolument centrale. La libération, pour Freire, ce n'est pas une vengeance. Le but n'est pas que les opprimés prennent la place des oppresseurs, non. Le but est de briser le cycle de l'oppression pour de bon. C'est de restaurer l'humanité de tout le monde. C'est un combat pour que chacun, oppresseur comme opprimé, redevienne pleinement humain.
Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, qui est peut-être encore plus pertinente aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Est-ce que les systèmes éducatifs actuels nous encouragent à nous adapter passivement au monde tel qu'il est, ou est-ce qu'ils nous donnent les outils pour le comprendre de manière critique, et surtout pour agir afin de le rendre plus juste? C'est la question que nous laisse Paulo Freire, et elle mérite qu'on y réfléchisse.